Scanner, examen de contrôle, journée de contrôle, prise de sang aussi parfois, tout cela génère beaucoup d'anxiété pour la plupart des patients. Par où et par quoi commencer? J'ai tant de choses à vous dire sur ce phénomène, comment dirais-je, ce phénomène assez infernal pour beaucoup. Le scanxiety, 2 mots, scan et anxiety, condensés pour former le mot scanxiety, terme anglo-saxon tellement plus fort, court et imagé pour décrire la peur terrassante des journées de contrôle. Terrassante, handicapante, chamboulante, disons-le, elle est tout juste paralysante par moments. Bienvenue dans ce podcast qui traite d'un sujet extrêmement important et dont on ne parle pas assez. Du coup, j'ai décidé de me lancer dans 1000 recherches et lectures, un paquet d'écoutes de conférences et de podcasts anglo-saxons sur le sujet pour vous offrir aujourd'hui les 2 premiers podcasts francophones qui traitent de la peur terrassante des journées de contrôle. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai décidé de diviser ce podcast en 2 épisodes. J'avais tant à dire que j'avais peur que ce soit indigeste, surtout qu'on est vraiment dans du lourd, disons-le, ce n'est pas un sujet léger. Du coup, pendant le premier podcast, nous prendrons le temps de définir en long et en large et de comprendre ce phénomène qui fait partie intégrante du parcours de soins. Dans le 2e podcast, je lirai des témoignages que j'ai récoltés sur les réseaux sociaux. C'était très important pour moi de reprendre vos mots, M-O-T-S, mais que j'aurais pu aussi écrire M-A-U-X, bien évidemment. Et puis, nous terminerons le 2e podcast par explorer plein de petits trucs et astuces pour mieux gérer cette peur. Ce serait d'ailleurs un bon podcast à écouter et réécouter la veille des journées de contrôle et pourquoi pas pendant les journées de contrôle. Ceci dit, je compte bien enregistrer d'autres podcasts sur le sujet et sur la gestion émotionnelle afin de pouvoir vous aider davantage. Je ne peux pas vous cacher que quand j'ai commencé à travailler sur la rédaction de ce podcast, j'avais une angoisse quasi permanente quand j'écrivais. Il faut dire que j'ai commencé à rédiger le texte 2 semaines avant ma journée de contrôle. Et je me suis dit, mais Delphine, t'es complètement maso de t'attaquer à ce sujet 2 semaines avant ta journée de contrôle. J'avais toute la cage thoracique serrée quand j'écrivais, mais je tiens à dire que j'ai ensuite eu beaucoup moins peur pendant ma journée de contrôle que les autres années, et je me suis dit que peut-être que ça vous fera le même effet après avoir écouté ce podcast. En parler, comprendre, mettre des mots sur les mots, se sentir moins seul, avoir des petites stratégies, des idées pour faire des choses autrement, entendre des témoignages de patients, des avis d'experts et des avis de médecins devenus patients, tout cela peut aider à mieux gérer et même diminuer l'angoisse de ces fameuses journées. La peur des journées de contrôle est bien réelle. Elle prend différentes formes et différentes intensités parce que nous sommes tous uniques. Elle est parfois puissante, surpuissante même, parfois envahissante, sournoise. Elle peut réveiller la nuit, serrer toute la cage thoracique et empêcher de respirer par moments. Elle peut même faire vomir, elle peut rendre irritable, agressif, déprimé, incontrôlable, agité, et j'en passe. Et je suis bien consciente que ce podcast vous fera certainement revivre cette peur, même si vous êtes loin de votre journée de contrôle, c'est normal, et surtout, c'est ok. Ce sera peut-être même très inconfortable, alors mettez sur pause un instant, ou arrêtez d'écouter tout simplement, et vous pourrez y revenir plus tard, parce que je suis sûre que cet épisode vous aidera. J'aimerais commencer par un message hyper important. Je n'ai pas la prétention de faire disparaître cette peur, et d'ailleurs, si quelqu'un ose un jour vous faire cette promesse, cette personne serait malhonnête. Tout ce que je veux avec ce podcast, c'est valider votre peur, la légitimer, vous aider à la nommer, à la localiser aussi dans votre corps. J'aimerais vous dire qu'elle est normale, que c'est une réponse naturelle à un trauma,
Le contraire serait même étonnant. Un scanner ou une prise de sang, dans le cas des cancers du sang, vous a un jour annoncé que vous aviez une maladie potentiellement mortelle, même si cela n'a pas été nommé de la sorte. Comment y a-t-il moyen d'oublier un tel moment tragique? La nouvelle a retenti dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, et j'en ai parlé dans le podcast 48 sur le choc de l'annonce, de même que dans le podcast 58 sur le burn-out des patients avec Camille, étudiante en médecine et atteinte de douleurs chroniques. Ce que vous ressentez avant chaque examen de contrôle, pendant l'examen même aussi parfois, ou pendant que vous attendez les résultats, est de l'ordre du syndrome post-traumatique. Non, vous n'êtes pas débile. Non, vous n'êtes pas incapable de gérer votre stress ou vos émotions. Non, vous n'êtes pas hystérique ou faible. Non, vous n'imaginez pas toujours le pire. Non, 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 ce que vous vivez est normal et légitime. Alors ça vous fait une belle jambe d'entendre tout cela. Mais quelle est la solution? Comment atténuer cette peur? Je vais tenter comme je peux de vous expliquer tout ce qui se passe, de nommer beaucoup de phénomènes et de vous apporter des solutions. Parfois, et même souvent, mettre des mots sur les mots permet de diminuer leur intensité, leur puissance, ou permet de reprendre un peu de contrôle dans ce qui est incontrôlable. Parfois, se dire que des millions de personnes vivent la même chose permet de se sentir moins seul. Parfois, se connecter aux frères et sœurs de combat permet de diminuer l'intensité de nos mots. Pour cela, je me suis appuyée sur énormément de documents scientifiques de l'ASCO, le American Society of Clinical Oncology, d'études cliniques, d'articles de presse, de témoignages de patients, en rémission et métastatique aussi, de témoignages de psychiatres, de radiologues, d'oncologues et de médecins devenus patients. J'avoue que leurs témoignages sont particulièrement précieux et c'est d'ailleurs souvent eux qui font bouger les lignes. Tout ça pour vous dire que ce que je vous raconte ici, je ne l'ai pas sucé de mon pouce et c'est basé sur du sérieux. Le scan anxiety fait partie intégrante de la longue route qu'est le cancer et évidemment, on ne peut pas du tout le deviner au début. Il est bien souvent incompris de l'entourage et c'est tout à fait normal que quelqu'un qui n'est pas passé par là n'en comprenne pas l'intensité. D'ailleurs, tous les podcasts anglo-saxons que j'ai écoutés sur le sujet, je peux vous dire que j'en ai écouté un paquet, sont tous faits par des personnes qui sont passées par là. Le docteur Joshua Baum de l'Université de Pennsylvanie nous dit « Quand on travaille dans le domaine du cancer, c'est impossible de passer à côté de ce phénomène de scan anxiety. » Comme je vous le disais, cette année, j'ai eu moins peur que les années précédentes. J'ai eu moins de symptômes handicapants. Les années précédentes, ça partait un peu dans tous les sens. Je localisais toutes les poubelles de l'hôpital tellement que je craignais de vomir. Je me sentais paralysée et agitée aussi en même temps, même si c'est complètement incompatible. Anxieuse, nerveuse, hyperactive, out of control par moments. Les quelques nuits avant la journée de contrôle étaient hyper agitées. Je faisais des rêves complètement fous. J'avais des crises de larmes, j'imaginais les pires scénarios tout en ayant confiance, je sais, c'est de nouveau complètement incompatible. Je ressentais des émotions totalement contradictoires tout en donnant le change et en ayant l'air d'aller hyper bien pour l'entourage. D'ailleurs, c'est peut-être ce que vous vous dites quand vous voyez des personnes qui sont dans la salle d'attente pour leur journée de contrôle. Vous dites peut-être, mais ils ont l'air complètement cool, ils lisent un magazine, ils attendent tranquillement, alors que mon monde à moi s'écroule à l'intérieur. Eh bien non. Ils sont dans le même état que vous et ils donnent aussi le change. Alors pour revenir à la peur moins intense cette année, je pense qu'elle est due au fait que j'ai fait tout ce travail pour le podcast et pour vous tous qui m'écoutez, ce travail de mettre des mots sur les mots et de comprendre tout ce qui se joue quand elle surgit. Mon souhait le plus cher est de vous donner des outils pour que cette peur soit moins envahissante, moins paralysante, moins dominante quand elle frappe. On sautera d'une idée à une autre, mais finalement c'est un peu à l'image de cette peur qui nous fait souvent sauter d'une émotion à une autre. Quelques définitions. Le scan anxiety peut être vécu à 3 moments. Avant les journées de contrôle, pour certains pendant les examens, donc littéralement quand on est dans la machine d'imagerie ou pendant les échos, et ou pendant l'attente des résultats. Il y a également des personnes qui vivent cette angoisse pendant les prises de sang, car certains cancers ne requièrent pas toujours des imageries médicales.
Je me permets ici, pour illustrer un propos important, de faire la distinction entre un patient en rémission et un patient métastatique. Pour le patient en rémission, le résultat du scanner indiquera s'il est toujours en rémission ou si le cancer est revenu. La peur sous-jacente est le retour du cancer, les métastases et tout ce que ça implique. Pour le patient métastatique, en revanche, le résultat du scanner indiquera si les métastases sont stables ou si elles ont progressé. La peur sous-jacente est donc la progression de la maladie à d'autres organes et la possibilité qu'il n'y ait plus de traitement disponible. Dans les deux cas de figure, les résultats du scanner peuvent potentiellement annoncer la mort. La peur est la même quand elle est à son paroxysme, mais l'enjeu est différent. L'impact est différent. Ce ne sont pas les scanners qui provoquent cette anxiété, mais bien le cancer et tous les souvenirs et émotions qui sont liés, qui provoquent cette peur et nous replongent de manière parfois radicale dans l'état émotionnel dans lequel nous étions au moment où nous avons appris notre maladie. Un rien peut nous plonger dans cet état. Une odeur, une personne, un bruit, un lieu, une parole, une douleur ou un symptôme juste avant d'avoir découvert le cancer et paf, l'angoisse remonte. Il y a tout le passé qui remonte, mais il y a aussi toute l'inquiétude par rapport au futur. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image d'une angoisse 360 degrés, mais je trouve que ça illustre très très bien cette peur des journées de contrôle. Randy Hillard, un psychiatre du Michigan State University, qui a été diagnostiqué d'un cancer de l'estomac métastasé, nous dit « Les scanners ou journées de contrôle nous mettent face à une véritable menace existentielle. » Il dit que c'est la raison pour laquelle cette peur ne disparaît pas vraiment avec le temps, même après une multitude d'examens de contrôle, une multitude de journées de contrôle. Nous reparlerons de cette peur qui s'atténue tout de même avec le temps pour beaucoup de patients, donc je n'ai pas envie d'annoncer d'entrée de jeu qu'elle sera là pour la vie, non. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes pour qui cette peur disparaît totalement avec le temps. L'histoire de ce monsieur est assez particulière, je dois dire. Il était sûr d'être condamné. Effectivement, ses chances de survie étaient nulles, en fait même totalement nulles. Personne n'avait survécu à son type de cancer et surtout à l'avancée de son cancer. Après son diagnostic, il avait même consulté un centre d'euthanasie en Suisse et comptait programmer sa mort. Mais l'Herceptine, une thérapie ciblée que beaucoup d'entre vous connaissent, est arrivée sur le marché et 1 an plus tard, il n'avait plus aucune métastase. Hillard nous dit que, malgré cela, la peur des examens de contrôle était encore bien présente des années après. Je vous avoue que l'article date de 2017 et il avait déjà un certain âge, donc je ne sais pas s'il est encore parmi nous. Je pense que oui, parce que j'ai encore trouvé un article début 2022. Mais ce que je retiens de cette histoire, d'abord ce sont les progrès de la recherche et de la médecine qui évoluent à grands pas, mais une autre chose qu'il a dite. Je suis heureux de ne pas être allé en Suisse comme je l'avais programmé. Je pensais être complètement rationnel quand j'ai pris cette décision d'euthanasie, mais aujourd'hui, je réalise à quel point on peut devenir totalement irrationnel quand on est face à une peur débilitante. Cet homme me touche vraiment. Il a ensuite rejoint Lascaux. Il a voulu apporter sa pierre à l'édifice et lever les tabous autour de cette réalité que vivent quasi tous les patients du cancer. J'aimerais aussi citer une autre personne qui s'appelle Bruce Feller, qui est un New York Times best-selling author, qui lui aussi a été touché par le cancer et qui parle de manière très imagée de ses journées de contrôle. Alors, je vous avoue que j'aurais préféré le dire en anglais et j'ai eu un peu de mal à traduire pour que ce soit aussi imagé, mais voici ce qu'il nous dit. Je ressens tellement son angoisse. Mes journées de contrôle sont mes rendez-vous réguliers avec mon destin digital, pendant lesquels quelques secondes de rayon indiqueront si mes nodules au poumon d'un cancer primaire aux os ont gagné du terrain. J'ai même pas besoin de noter ces dates dans mon agenda, elles sont comme marquées au fer rouge dans mon calendrier interne. Alors Bruce adore les images, donc en voici encore une autre. Les scanners sont comme la roulette russe. Si la boule atterrit sur un numéro rouge, hop, on est reparti pour un tour dans le Cancerland, et c'est l'enfer. Si la boule atterrit sur un numéro noir, youpi, on a droit à quelques mois d'insouciance jusqu'au prochain scanner. Encore une autre image. Les scanners ne sont pas tous pareils, ils viennent dans toutes les tailles, toutes les formes et tous les goûts. Oui, tous les goûts. J'ai dû faire des scanners qui exigent que je boive un liquide sucré complètement dégueulasse, des scintigraphies qui, elles, me forçaient à me prendre une dose de liquide radioactif dans les veines,
certains examens qui me faisaient entrer dans un donut géant, ou d'autres encore qui me faisaient penser à un cercueil avec une plaque de métal qui s'arrête à 1 centimètre de mon nez. Je le dis en passant, mais ça c'est moi Delphine qui ajoute que je m'en souviens très très bien de cette plaque de métal qui s'arrête à 1 centimètre du nez. J'ai cru qu'elle ne s'arrêterait jamais dans sa descente et que je serais la première patiente au monde écrasée par la plaque de métal. Alors pour revenir à Bruce, peu importe le type de scanner ou examen, ils ont tous une chose en commun. Ils engendrent ce fameux scan anxiety, un phénomène finalement assez récent et ultra moderne. Pendant des millénaires, les patients et les médecins auraient tout donné pour être capables d'explorer le corps humain, et maintenant qu'on maîtrise parfaitement cette technique, c'est précisément elle qui provoque tant d'anxiété jusqu'à nous rendre malades. Les émotions sont complètement contradictoires et ambiguës, et Bruce nous dit « Je ressens un profond mal-être à l'approche de mes contrôles, et à la fois, ce sont ces contrôles qui m'ont sauvé la vie. » Il ajoute encore « Je tente de repousser à plus tard toutes les décisions importantes. Ma cage thoracique se resserre, et je ne respire pas librement. Les routes vers l'hôpital sont chargées d'émotions, archi lourdes, et je me dis que ça ne sert à rien de me mettre dans un tel état parce que ça ne changera pas le résultat du scanner. » Chaque année, quand le pneumologue de Bruce entre dans la salle d'examen, il lui demande « Alors, comment allez-vous » Et Bruce répond « C'est vous qui allez me dire comment je vais. » Cette réponse m'a marquée. La vie du patient, enfin, toute la vie du patient dépend tellement de ses foutus résultats, de ces foutues images, et c'est là qu'on comprend toute la gravité du moment. D'ailleurs, je rêverais d'avoir une caméra et de capter les regards des patients à ces moments-là. Je pense que tout le monde se reconnaît dans le fait d'avoir scruté chaque petite mimique du radiologue, d'avoir surinterprété chaque petit mouvement des yeux, du visage, pour tenter de comprendre ce qu'il voit. Les silences sont d'ailleurs assez insupportables dans ces moments. Bruce conclut avec une image très forte. Chaque fois qu'il termine sa journée de contrôle, il passe par le bureau pour reprogrammer la suivante et il écrit « The calendar starts again ». Donc, le compteur recommence à nouveau, encore et encore. Je cite encore Dr Joshua Baum qui dit ceci quand il parle de l'anxiété dégagée par les patients. On pourrait couper la tension dans la pièce avec un couteau. Dr. Jimmy Holland, un psychiatre du Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, a parlé de pre-scan psychosis, donc psychose pré-scanner ou pré-journée de contrôle, mais ce terme n'a pas été retenu dans la littérature. Tout ça pour dire que cette anxiété est bien réelle, bien normale et surtout extrêmement légitime. Une psychiatre avait fait la distinction entre le scan anxiety, une peur rationnelle, logique, réelle, et une peur irrationnelle ou non réelle, comme avoir peur de trouver un monstre dans son placard ou sous son lit. Le terme scan anxiety fait son petit bonhomme de chemin dans les grands hôpitaux américains et on commence à le retrouver dans des études cliniques et dans la littérature scientifique. Il y a des choses qui sont mises en place, comme des casques virtuels, des sessions d'hypnose, pour aider les enfants touchés par cette peur pendant les examens de contrôle, ainsi que pour les adultes. En tout cas, j'ai envie de vous dire une chose, n'hésitez jamais à accepter toute l'aide qu'on vous propose. Il m'est impossible de parler de la peur des journées de contrôle sans parler de la peur de la récidive. Alors, comme je l'ai mentionné au préalable, la peur que le cancer revienne ou que le cancer progresse. Dans le cadre de mes recherches sur la peur de la récidive, j'ai lu plusieurs choses qui ont attiré mon attention. Alors, la première chose, je lisais que les personnes qui étaient plus anxieuses ou avaient plus tendance à être dans le contrôle vivaient moins bien ces journées. Et en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ce propos. Je n'aime pas ce genre de généralité. Il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. On peut avoir des enfants jeunes qu'on est tétanisé de laisser. On peut avoir perdu un parent. On peut avoir perdu une amie proche. On peut avoir eu une autre maladie. La peur peut renvoyer à tant de choses et d'événements bien plus profonds. Donc, je ne pense pas que ce soit lié à un type de personne en particulier. Et puis, je trouve que c'est en fait vachement culpabilisant de dire ça. Alors, le deuxième point, j'ai lu quelque chose dans le cadre de mes recherches sur le scan anxiety que j'ai bien aimé. J'ai lu cette phrase. La réalité est la plupart du temps différente de ce qu'on imagine. Au même moment et dans une toute autre situation, j'étais en train de me tracasser à outrance et littéralement de me
pourrir la vie et l'esprit pour une situation qui n'allait peut-être jamais se produire. Et un ami m'a dit « Mais Delphine, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. » Du coup, j'ai commencé à réfléchir à toutes les fois où je m'étais pourri la vie pour rien et toutes les fois où les choses ne s'étaient effectivement pas passées comme je les avais imaginées. Alors, je sais bien que ce propos ne va pas faire disparaître comme par magie cette peur des journées de contrôle, mais ça vaut peut-être la peine de mettre sur pause et réfléchir. La réalité est la plupart du temps différente de ce qu'on imagine et vraiment de prendre tous des exemples dans notre vie pour voir où cette phrase a été juste. Et j'en profite pour ajouter quelque chose de très important à mes yeux. On imagine souvent qu'on ne sera plus capable d'encaisser d'autres mauvaises nouvelles ou d'autres traitements. Et finalement, on se rend compte qu'on est bien plus résilient qu'on ne le pense et qu'on se relève à chaque fois. Alors le troisième point, j'ai lu les mots d'un oncologue qui parlait du lâcher-prise. Il dit « Tous les jours, on peut choisir nos vêtements, ce qu'on mange, ce qu'on fait, on peut vivre plus sainement pour améliorer notre santé globale, on peut faire du sport, du mindfulness, de la méditation, du yoga, on peut améliorer notre santé cardiaque, avoir une bonne hygiène de vie, mais il n'y a pas de solution miracle pour éviter un cancer ou une récidive. Comment nous, patients, pouvons-nous accepter qu'on ne peut pas tout contrôler ? Alors je sais, c'est plus philosophique, mais ça vaut la peine de simplement se poser la question. Comment puis-je lâcher prise par rapport à ce que je ne peux pas contrôler, ou du moins un tout petit peu lâcher prise ? Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà de nouveau un petit mantra qui peut nous aider. Alors je vais encore mentionner quelques définitions de médecins qui sont passés de l'autre côté de la barrière, puis certains symptômes rapportés par des patients, et on se retrouve dans le deuxième épisode pour explorer toutes les pistes pour diminuer ces angoisses. J'avoue que j'ai appris un tas de choses pendant mes recherches et elles m'ont permis d'avoir un autre regard, de m'ouvrir à d'autres manières de penser et à des petites techniques que je trouve bien utiles et assez cool en fait pour gérer ce flot d'angoisse à l'approche de ces journées de contrôle. D'ailleurs, je vais commencer par vous raconter une petite histoire pour illustrer le décalage total entre la personne qui va passer ses examens de contrôle et l'entourage. En l'occurrence, c'était mon mari. Nous sommes invités chez des amis qui habitent à Perpète-les-Alouettes la veille de ma journée de contrôle. Alors, j'avais pas du tout envie de me coucher tard, car je devais être à l'hôpital à 8h. Je n'avais pas envie d'être entourée de personnes que je connais pas particulièrement bien. J'avais pas du tout envie de faire bonne figure, alors que je flippais à l'intérieur. J'avais pas du tout envie de faire des efforts, alors que je savais que j'aurais vraiment du mal à faire abstraction de toutes ces pensées et de me dire, oh là là, si jamais il découvre un truc demain, ou si jamais je dois repartir au combat, ou si jamais. Bon, ça a pas super bien tourné, parce que Didier m'a fait le reproche de ne pas vouloir accepter ce dîner. Il était hyper insistant et même super chiant. Et je me suis pris, mais enfin Delphine, fais un effort, tu deviens trop casanière, tu es trop ceci, trop cela. C'est bon, là, ces journées de contrôle, tu sais très bien que tout sera OK. Eh bien non, justement. Je ne sais pas si tout sera OK. Et c'est bien là le problème. Je lui dis que je n'avais vraiment pas envie de bouger, que je voulais rester à la maison, dans ma petite bulle, et me coucher tôt. Alors, cette histoire, c'est justement pour illustrer le total décalage. Vous voyez bien qu'il se disait pas de quoi en faire en fromage de tous ces scanners. Et moi, j'ai commencé à me justifier, mais je n'avais pas du tout envie de me justifier pour un truc aussi important. Comment est-ce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'un jour, un scanner m'a annoncé que j'avais une maladie potentiellement mortelle et que oui, je pète de trouille, que le scanner du lendemain m'annonce à nouveau une mauvaise nouvelle. Alors j'ai fini par éclater en sanglots, mais alors littéralement, je me suis écroulée par terre. Je l'ai ensuite engueulé en lui disant que c'était inadmissible, que je doive me justifier et surtout insister pour rester chez moi la veille de ma journée de contrôle. Inutile de vous dire qu'il était dans ses petits souliers et nous sommes restés bien évidemment à la maison. C'était super important pour moi d'illustrer ce décalage total entre la personne qui va passer ses examens de contrôle et une personne qui se rend chez le docteur pour un simple rendez-vous. Non, ce n'est pas un simple rendez-vous à l'hôpital, il y a un monde de différence, mais le côté positif aujourd'hui, c'est que vous pouvez à présent flanquer ce podcast sur les oreilles de vos accompagnants. Ils vont apprendre un tas de choses et j'espère que ça réduira le décalage entre eux et vous.
Un petit mot d'ailleurs pour l'entourage et pour vous aussi les patients. Peut-être pourriez-vous en parler avec vos proches et dire ce que vous avez besoin d'entendre et ce que vous ne souhaitez pas entendre. Dire en quelque sorte ce qui vous console. Entendre, mais tout va bien aller, j'en suis sûre, les scanners ne montreront rien d'alarmant et confiance, allez, ça va aller. C'est dur parce qu'on ne se sent pas reconnu dans notre angoisse. Ça part d'une bonne intention certes, ça se veut optimiste, encourageant et dans le fond c'est touchant. Mais les paroles qui consolent vraiment sont les suivantes. Dis-moi comment tu te sens. Parle-moi de ton anxiété. Pourquoi as-tu peur? Où sens-tu ton anxiété? Comment pourrais-je t'aider? Que penses-tu qui pourrait t'aider ou atténuer cette peur? Tout simplement. Les groupes de soutien pour les personnes touchées par le cancer sont généralement d'une grande aide. Tout le monde comprend parfaitement cette angoisse des journées de contrôle et les mots utilisés pour réconforter sont souvent très justes. On n'entendra jamais « mais ça va aller, mort sur ta chic » parce que ces personnes savent toutes très bien qu'on n'en sait rien si ça va aller. Ça fait tellement de bien de se sentir entendu, compris et moins seul dans ces moments-là. Ça n'enlève pas l'angoisse, on est bien d'accord, mais ça nous console, et ceux qui ont écouté le podcast 60 avec Christophe André savent à quel point c'est crucial d'être consolé dans ces moments de grande angoisse et de grande solitude. Alors voici encore quelques réflexions par rapport à ce phénomène de scanxiety pour terminer l'épisode 1. Certaines personnes disent que comme elles se sentent moins proactives dans l'après-cancer que pendant les traitements lourds, elles n'ont plus l'impression d'être aux commandes et ça engendre une plus grande peur face à l'incertitude. Et donc les journées de contrôle sont plutôt moins bien vécues que les contrôles qu'il y avait pendant les traitements lourds. Alors je peux l'entendre, c'est juste une interprétation intéressante. Alors deuxième réflexion, parmi toutes les choses que j'ai lues, et j'avoue avoir vécu la situation 2 fois, quand un radiologue redemande des images et des agrandissements, cela génère une angoisse énorme chez le patient. Pour peu que son cancer ait été découvert suite à la demande d'imagerie complémentaire, ça restera gravé à tout jamais. La fameuse phrase « le docteur aimerait avoir d'autres images et des agrandissements », le point de départ de ma propre histoire, autant vous dire que 2 ans plus tard, quand j'ai entendu « la scénologue aimerait avoir d'autres images et des agrandissements », mon monde était déjà en train de s'écrouler à nouveau. C'était franchement l'enfer. À ce sujet-là, c'est important de pouvoir reconnaître les déclencheurs de stress énormes pour pouvoir les nommer et les reconnaître. De nouveau, ça n'enlève pas le stress, mais ça permet de se dire « Ok, c'est une situation similaire à celle d'il y a 2 ans, mais ça ne veut rien dire. Tu te mets dans un état de stress épouvantable parce que ça te renvoie direct à la découverte de ton cancer, mais ça n'a peut-être rien à voir. Tu sais pourquoi tu es dans cet état. Tente de respirer et de tout nommer à l'infirmier. Dis-lui ce que ça te rappelle et pourquoi tu n'es vraiment pas bien. » Troisième réflexion de notre Dr. Hillard, donc si vous vous souvenez bien, c'était ce médecin qui n'avait aucune chance de survie, nous dit qu'après être en rémission complète, il ne développait aucun symptôme, sauf juste les semaines avant ses examens de contrôle. Des douleurs d'estomac, des douleurs abdominales qui lui rappelaient inévitablement son cancer de l'estomac. Le corps somatise et peut parfois provoquer des symptômes qui ont été des signes avant-coureurs du cancer. Il arrive souvent que des femmes ressentent même des boules au niveau des ganglions ou des seins avant leur journée de contrôle. Donc si ça vous est arrivé, vous voyez, c'est tout à fait normal. J'ai déjà mentionné quelques symptômes incommodants de ce scanxiety en ajoutant qu'ils sont identiques à ceux provoqués par le syndrome post-traumatique, allant de la paranoïa à la confiance en même temps, du souffle court à l'agitation totale, des attaques de panique au vomissement, des nuits agitées ou carrément sans sommeil, des pleurs, des problèmes de concentration, de l'irritabilité, de la nervosité. Parfois c'est plus fort, parfois c'est beaucoup moins fort. Parfois, des personnes sont capables d'être dans un tel déni qu'elles ne vivent pas tout cela. Et n'oublions pas aussi les personnes pour qui ces journées se passent bien, mais on doit quand même avouer qu'elles ne sont pas vraiment majoritaires. Nous sommes tous différents face à ce stress et je pense tout particulièrement aux personnes métastatiques qui vivent tout cela tous les 3 à 4 mois. J'ai le cœur un peu retourné quand je pense à eux et à la récurrence de ce stress et chaque fois cette attente infernale. Christophe André écrit dans son livre « Consolation », celle que l'on donne et celle que l'on reçoit,
Lorsqu'elle est chronique, la maladie sévère conduit à vivre sous la menace des signes d'aggravation, des rechutes possibles et transforme tout examen médical de contrôle en loterie de vie ou de mort. Elle impose un combat constant pour la légèreté et la liberté. Ne pas y penser chaque jour, ne pas s'ausculter chaque jour, ne pas chaque jour se comparer aux autres, aux bien portants, qui semblent ne même pas connaître ni comprendre la chance immense qui est la leur. Alors, ça vaut vraiment la peine d'écouter l'épisode avec Christophe André, car il prend le temps de nous expliquer ce qui le consolait dans tous ces moments de grand stress. Voilà, nous sommes à la fin du premier épisode. Je vous retrouve sur l'épisode 2, pendant lequel je lirai des témoignages que j'ai récoltés sur les réseaux sociaux. C'était très important pour moi de reprendre vos mots. Et puis, nous terminerons par explorer plein de petits trucs et astuces pour mieux gérer cette peur. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous!